Ce matin, on a pas mal interpellé votre cerveau, un peu votre corps aussi. Et là, je vais appeler quelqu'un qui va aussi faire appel à votre cœur. Voilà. J'ai l'honneur de demander à Léa Falco de venir sur scène. Léa, bienvenue. On avait déjà quelques talents de moins de 30 ans sur la scène ce matin. Il y en a un de plus cet après-midi. Léa, diplômée de sciences politiques, porte-parole pour un réveil écologique et bientôt écrivain, puisqu'on a un premier essai qui sort dans quelques jours. Voilà. Léa, bienvenue sur ce plateau. La parole est à toi. Merci beaucoup. Ça va bien ? La photo était un peu trompeuse parce que c'est des photos qui vous font quand vous êtes juste avant un plateau télé. Et du coup, ils vous maquillent. Du coup, vous avez l'air 7 ou 8 teintes plus foncées que vous ne l'êtes. On dirait que je reviens des Maldives, c'est super. Mais en vrai, je ressemble à un cadavre. J'en suis navrée d'avance. Vous avez passé une bonne matinée ? Vous avez appris des choses, vous avez écouté des gens intéressants. Trop bien. J'espère que je ne vais pas casser le rythme, ce serait dommage. Juste avant de commencer un petit jeu, parce que c'est sympa d'avoir un Energizer, donc on va le prolonger un petit peu. Qu'est-ce que je vais vous raconter ? Déjà, je vais essayer de ne pas vous endormir. On va faire ce qu'on peut. Je réalise que c'est après le déjeuner, que c'est compliqué pour tout le monde. Tenez bon, je vous promets qu'on va essayer de rester ensemble. Kako m'a invité pour que je fasse la voix de la jeunesse. C'est quelque chose que nous, à Pour un rêve écologique, on fait depuis un certain nombre d'années maintenant. Et assimilé à cette voie de la jeunesse, il y a aussi un besoin d'action, il y a un besoin de se lever, de faire en sorte qu'on réussisse à y aller tous ensemble et surtout avec nos moyens d'action. Parce que moi, ma génération, on n'arrivera pas aux manettes suffisamment tôt, à temps, pour pouvoir récupérer la fenêtre d'opportunité qu'on a sur les enjeux climatiques, plus largement sur les enjeux environnementaux. Donc ce que je vais vous donner pendant ce vingtaine de minutes qu'on passe ensemble, c'est vraiment 2-3 clés de lecture pour réussir à trouver les bons endroits où s'insérer, pour réussir à faire les bons choix, ce qui n'est jamais évident, et pour trouver une manière d'arriver à l'endroit qu'on veut, c'est-à-dire la transformation écologique le plus efficacement possible, et sans prendre le risque de se tromper sur la route. Alors, comment est-ce que je change de slide ? Je n'ai pas testé avant. Hein ? Parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit jeu ? Ok. Ah, je sens que tout le monde est un peu en train de se rendormir. Il y a 2 options à ce jeu. Soit on lève la main pour voter, soit on se lève pour voter. Très bien. J'en ai entendu un ou deux qui n'étaient pas très chauds pour se lever. Hein. On va se lever, parfait. Est-ce que vous connaissez Greta Thunberg ? On peut commencer à se lever pour dire oui. Non, monsieur, vous devez jouer le jeu. Ok, tout le monde connaît Greta Thunberg. Je vous vois aussi en haut, hein. Attention, hein. Si vous ne vous levez pas, je vous vois. Est-ce que vous connaissez Antonio Guterres ? Vous pouvez vous rasseoir si vous ne le connaissez pas. Ok, rasseyez-vous. Sentez-vous libre de vous rasseoir, vraiment, n'hésitez pas. Greta Thunberg, donc militante écolo, qui a été mondialement médiatisée il y a quelques années pour les grèves pour le futur, entre autres, et pour les nombreuses interventions qu'elle a faites pour demander une action coordonnée, étatique, internationale. Et Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Donc le fonctionnaire, j'allais dire le mieux payé, c'est pas sûr, le fonctionnaire le plus haut gradé au monde, à peu près. Et j'ai un petit jeu qui s'appelle Greta ou Antonio. Voilà, vous sentez venir l'arnaque, vous vous dites qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Ça peut mal se passer. J'ai 3 phrases, et le but de ce jeu-là est de deviner qui de Greta ou qui d'Antonio l'a prononcé. Vous êtes prêts ? Merci. Perdre du temps, c'est périr. Chaque degré compte. Est-ce que c'est... Attendez, c'est un jeu itératif. Est-ce que c'est Greta ? Levez-vous si vous pensez que c'est Greta. Ok, ouais, on a un bon 80-90%. Rasseyez-vous, est-ce que vous pensez que c'est Antonio ? Très bien, ouais, 10-15%. C'était Antonio Guterres. Bravo. Une deuxième, pour se rattraper. Ces écoliers ont compris quelque chose qui semble échapper à beaucoup de leurs aînés. Nous sommes en guerre pour nos vies et nous sommes en train de perdre. Est-ce que c'est Greta Thunberg ?
Ah non, non, on se lève, on continue jusqu'au bout. Je vous vois essayer d'échapper à la sentence. Hein. Non, non, non. OK. On est à un poil moins, peut-être 70%, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est Antonio Guterres qui parle des écoliers? OK, 20%. C'était Antonio Guterres. Bravo. Il y en a un ou deux qui ont eu les deux bonnes réponses, pas mal. On passe à la troisième et c'est la dernière, donc préparez-vous. Vous avez peut-être compris ce qui se passait, c'est pas très subtil. S'il y en a qui donnent la mauvaise réponse, là je vais être fâché tout rouge. Hein. Les plus grands pollueurs sont responsables de l'incendie criminel de notre seule maison. Est-ce que c'est Greta Thunberg? Ah, ça a du mal à se lever. Hein. Est-ce que c'est Antonio Guterres? Ok, vous êtes fort. Hein. Je ne sais pas qui vous a mis sur la voie, mais vous êtes fort. Hein. Bon, à quoi ça sert ce jeu? Ça sert à se demander ce que c'est que la radicalité aujourd'hui en 2023. Parce que aujourd'hui, vous avez une zone de flou entre ce qui pourrait sortir de la bouche d'une activiste écolo et ce qui sort vraiment de la bouche du plus haut fonctionnaire du monde, du secrétaire général de l'ONU. Donc la question à se poser dans un débat public qui aujourd'hui, je trouve, est assez pollué par ce mot de radicalité qui est mal utilisé, c'est se demander ce que ça veut dire si on peut utiliser la méthode de la radicalité ou si c'est à bannir complètement. Radical, en latin, radix, l'étymologie latine de radical, ça veut dire racine. Est-ce qu'il y en a qui font du jardinage dans le coin? Vous pouvez lever la main, ça va. Incroyable, vous n'habitez pas à Paris alors. Hein. Vous avez de la chance, parce que moi j'ai un petit truc comme ça sur ma terrasse. Bon, une mauvaise herbe, si vous l'arrachez, mais que vous n'arrachez pas sa racine, elle risque de repousser. Et c'est un peu dans le même cas qu'on est aujourd'hui, non seulement avec la crise climatique, mais avec la crise environnementale. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de réussir à résoudre un problème à la racine et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de résurgence. Pragmatique, c'est un autre mot qui est souvent opposé à radical. Pragmatique, ça veut dire réussir à résoudre un problème de la manière la plus efficace possible. Je vois mal comment on peut avoir une résolution pragmatique sans enlever la racine du problème. Et c'est un peu dans ce flou-là, aujourd'hui, qu'on est en train de vivre. On oppose radical et pragmatique, alors qu'en fait, n'importe quelle action, n'importe quelle politique publique, n'importe quelle stratégie qui veut être efficace, elle demande du radicalisme. Pas dans la manière dont on l'emploie aujourd'hui, mais dans la méthode qu'on utilise, dans le regard qu'on porte sur les choses, il faut pouvoir être radical. Bon, je ne vais pas me battre pour qu'on utilise le mot radical de la bonne manière quand on sortira d'ici. On va tous l'oublier et on retournera au plateau télé qui disent que les écolos sont radicaux et qu'il n'y a rien qui va. Mais je pense que cette manière de voir les choses, de se dire quand on est un médecin et qu'on a un patient qui arrive pour un cancer, on ne lui pose pas un pansement, on fait une chimio, c'est important à garder en tête quand on parle d'enjeux aussi importants, aussi larges et aussi neufs en fait, parce qu'on n'a jamais eu de problème de cette ampleur que la crise environnementale. Et quand on pose les yeux dessus, il faut pouvoir trouver la bonne manière de le faire. Le collectif Pour un rêve écologique, c'est le collectif dont moi je fais partie, qui s'est lancé en 2018, au moment où il y a eu un narratif qui en fait était un narratif plus médiatique que sociologique sur les jeunes pour le climat. Donc vous avez eu notre amie Greta, on a eu la démission de Nicolas Hulot en France, on a eu de fait les grèves pour le climat du vendredi, et on a eu, les livres d'histoire s'en souviendront évidemment, la création de Pour un rêve écologique. Tout ça, ça sortait du même momentum qui a amené depuis quelques années les enjeux environnementaux, mais surtout climatiques, sur le devant de la scène. Comment ça s'est passé? On était une dizaine d'étudiants en grande école à l'époque, ce qui était important pour la suite de l'histoire, et on a écrit un manifeste, le manifeste Pour un rêve écologique, qui s'est transformé ensuite en collectif Pour un rêve écologique. On n'est pas très bon pour les titres, on avoue. Qui disait en somme qu'on ne voulait pas aller travailler, nous, en tant que jeunes diplômés, privilégiés par un joli morceau de papier qu'on nous donnait à la fin de 5 ans de scolarité, pour des employeurs qui ne respectaient pas nos convictions personnelles environnementales. Et donc, on avait un petit problème à trouver des employeurs chez qui on voulait aller travailler, puisque en 2017-2018, le sujet était encore moins sur la table qu'aujourd'hui, et qu'on avait évidemment de la RSE, on avait évidemment des annonces et on avait évidemment du greenwashing, mais c'était assez difficile de discerner les endroits qui nous intéressaient. Ce qu'on a voulu faire avec ce manifeste-là, c'était dire concrètement, on est prêt à
une partie de renoncement sur ce qu'est la vie promise à quelqu'un qui aujourd'hui sort d'une grande école, c'est-à-dire une carrière dans une grande boîte, un super salaire, de la mobilité extraordinaire internationale en prenant des avions tous les 3 jours pour aller à des congrès où on ne fait rien. C'est ça qu'on disait. Et on a eu un écho assez inattendu et assez marrant. On a eu à peu près 30 000 signataires étudiants. Et ça nous a propulsé à tout un tas d'endroits dans les écoles, parce qu'on a un plaidoyer sur l'enseignement, en demandant à être formés aux enjeux environnementaux, pas seulement sensibilisés, parce que c'est très bien, mais formés concrètement dans nos métiers à la manière dont on va devoir utiliser tous ces messages-là et aligner l'intégralité de l'économie et du monde avec les limites planétaires, ce qui n'est quand même pas le mémoire de fin d'études le plus évident du monde, et dans les entreprises, parce qu'on avait cette volonté de comprendre où étaient les freins, où étaient potentiellement les endroits où ça pouvait aller vite, et surtout donner aux étudiants qui nous lisaient, qui nous écoutaient, des clés de lecture pour trouver un employeur au niveau de leurs espérances à eux. On a fait pour ça tout un tas de choses, et en particulier, on a rédigé des questionnaires en 2018-2019 à peu près, qu'on a envoyé à une centaine de grosses boîtes, soit françaises, soit opérant en France, en leur demandant de les remplir. Alors, c'était des questionnaires déclaratifs, qu'on a été fouillés ensuite avec leur déclaration RSE, mais enfin, si quelque chose n'est pas public, ce n'est pas public. C'était des questionnaires qui étaient surtout qualitatifs, donc on a eu des choses qu'on ne pouvait pas de fait vérifier, et on a eu assez peu d'objectifs chiffrés. Mais on a réussi à avoir à peu près 70-80 réponses, qui sont toutes sur le site, si vous voulez aller voir, et on a fait des analyses sectorielles après ça. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'à l'intérieur de ces analyses sectorielles, on nous a beaucoup parlé de technologie. On est en train de refaire ce même travail aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec des données plus qualitatives. On est en train de dire aux entreprises qui nous ont répondu il y a 5 ans, et aux autres par ailleurs, parce qu'on leur a relancé, il y a 5 ans, on comprend que vous n'ayez pas été prêts. Aujourd'hui, on comprend que vous ne soyez pas prêts parce que ce n'est pas un mouvement, cette transformation écologique, qui s'opère en un paquet d'années. Mais si vous êtes en train de sérieusement vous préparer, il devrait commencer à y avoir des signaux faibles. Et donc, un des signaux faibles qu'on regarde, c'est la foi placée par les boîtes, par ces entreprises-là, dans l'innovation. Moi, je n'ai pas de problème avec l'innovation. C'est très bien, on en a besoin. Sauf qu'il ne faut pas penser que c'est ce qui va sauver le monde. Et j'espère et je pense que ce n'est pas ce que vous pensez. Je préfère néanmoins faire un petit tour là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup eu, surtout en 2018, quand on rencontrait surtout des patrons, partiellement des chargés de RSE, qui nous disaient « bon, on va faire des aménagements ». On ne parlait pas de sobriété à l'époque, hein, ça c'est nouveau. On va faire des aménagements, mais surtout, on va avoir de l'innovation. Et donc ça va bien marcher parce qu'on va avoir plus d'efficacité, ce qu'il faut et ce qui est très bien. Et puis en plus, on va avoir de nouveaux usages, donc ça se passera bien. On leur répondait 2-3 petites choses que j'aimerais juste partager avec vous rapidement aujourd'hui. D'une part, que l'innovation, c'est imprévisible. On sait quand on lance des travaux de R&D, on ne sait pas quand les travaux de R&D aboutiront. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lancer. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur l'innovation pour réussir à transformer complètement un modèle économique. L'innovation, la technologie, en plus, ce n'est pas suffisant, parce que ça ignore de fait, et malheureusement, ce qui peut être gagné en termes de sobriété ou en termes de changement de fil. Ça, c'est pas évident non plus. Et pourtant, c'était pas audible il y a encore quelques années. Et enfin, on va avoir une vraie question autour de la ressource énergétique, et en particulier autour de la ressource électrique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport RTE du réseau de transport de l'électricité qui est ressorti il y a quelques semaines. Ils en avaient sorti un gros, il y a 2 ans, qui s'appelle Futur énergétique, dans lequel ils disaient que le scénario le plus haut qu'on pouvait avoir était un scénario dans lequel on avait de la réindustrialisation, ce qui est très bien, mais que par conséquent, ça demandait des ressources en termes d'électricité pour atteindre la neutralité carbone, ou en tout cas pour réduire au maximum le mix carboné. Ça demandait une électricité en forte hausse. Et donc, il fallait implanter des installations et des moyens de production d'électricité. Ils ont sorti un rapport il y a 2 semaines qui disait qu'en fait, il y avait besoin d'encore plus probablement d'électricité qu'ils ne le prévoyaient à ce moment-là. Et quelque chose sur lequel on ne pourra pas lésiner, c'est ce facteur physique de boucler l'offre d'électricité avec la demande d'électricité. Et le contraire, malheureusement, ne fonctionnera pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de la demande en électricité qu'on pourra avoir de l'électricité bas carbone. Et donc, on va être obligé de recourir à soit de l'électricité carbonée, soit de l'énergie carbonée. Et auquel cas, on aura un problème pour tenir nos objectifs et pour réussir à rester, même pas sous les 1,5 degrés, mais sous les 2 degrés. S'il y a un seul truc dont je veux que vous vous souveniez de toutes les bêtises que je vous raconte, c'est ça. Ça, c'est un graphique qui s'appelle les limites planétaires. On est en train de beaucoup parler de climat en ce moment, ce qui est très bien.
c'est parfait. C'est en train de rentrer dans le débat public, c'est en train de rentrer dans le débat partisan. Les associations en parlent, les boîtes en parlent beaucoup, souvent sincèrement, souvent aussi à des fins de greenwashing ou à des fins de communication. L'important à un stade, c'est qu'on en parle. Sauf que ce dont on ne parle pas pendant ce temps-là, et en fait le titre de cet événement montre aussi ce décalage, c'est que derrière le seul enjeu climatique, il y a des enjeux écologiques. Et que ces enjeux écologiques-là, ils sont imbriqués, ils sont complexes et ils se déterminent les uns les autres. Là, sur ce graphique, vous en avez 9. C'est ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. Donc, vous avez la petite Terre au milieu et puis après, vous avez les bascules. Les points de bascule, c'est quelque chose qui est assez discuté scientifiquement. Mais je pense que c'est un bon cadre de pensée pour se rendre compte de l'ampleur de la transformation qu'on va devoir effectuer en peu de temps, hein, parce que 2050, c'est plus proche de nous que 1990. Hein, donc 2050, c'est demain. L'ampleur de la transformation qu'on va devoir effectuer, elle n'est pas seulement sur le plan climatique, elle est sur le plan des pollutions des sols, des pollutions terrestres, des pollutions de l'eau, des pollutions de l'air. Elle est sur le plan de la biodiversité, parce que les potentielles explications qu'on avait eues pour le Covid, c'est-à-dire que ce soit une zoonose, penchent vers le fait qu'on pourrait avoir de plus en plus de problèmes liés à la disparition de la biodiversité ou à la compromission de la biodiversité dans les années à venir. Ce sera des transformations en termes de gestion des sols, qui, moi, est ma nouvelle obsession. Donc, si je peux reparler pendant 4h30 des sols, moi, je le fais tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est fondamentalement important. Si on arrive à rester sous la barre des 1,5 ou des 2 degrés, mais qu'on a des sols qui ne nous fournissent plus assez à manger, on risque d'avoir un problème nouveau. Donc, il faut bien garder en tête, et je réalise à quel point c'est complexe, hein, mais il faut bien garder en tête la complexité de ce système Terre dans lequel on vit. D'autant plus que là, c'est les limites planétaires, mais on pourrait mettre des limites planétaires en dessous. Ça s'appelle la théorie du donut, c'est-à-dire de considérer qu'un des objectifs de la transformation écologique, c'est aussi que tout le monde puisse vivre dans un bien-être relatif, et donc que ce ne soit pas seulement un renoncement, mais que ce soit un basculement des possibles, depuis les possibles aujourd'hui qu'on imagine, vers des possibles qui sont physiquement réalisables. C'est ça la question fondamentale. Ce que je voulais dire ensuite, c'était que par conséquent, il ne fallait pas se laisser d'angle mort dans la manière dont on aborde pas seulement la question de la tech, mais toutes les questions en termes de stratégie, de politique publique, de tout ce que vous voulez. La sobriété, on va en avoir foncièrement besoin. J'espère que vous en êtes convaincus, et honnêtement, je suis à peu près sûr que vous en êtes convaincus, mais je préférerais insister dessus parce que c'est plus profond que simplement de se dire on va réduire de 10% la consommation d'énergie et ça ira bien. Il va falloir repenser en profondeur le modèle dans lequel on vit, et pouvoir, probablement que comme vous en a parlé ce matin, mais et réussir à se réaligner intellectuellement, psychologiquement, culturellement avec ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Ce qui n'implique pas de vivre moins bien, ce qui implique de vivre différemment. Les changements comportementaux, ça va être essentiel, et c'est souvent quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté quand on parle de changements structurels. Mais ça va ensemble, foncièrement. Il faut qu'on ait des changements structurels qui nous permettent à tous d'être écolo par défaut, c'est-à-dire que l'option la moins chère, l'option la plus socialement valorisée, l'option la plus accessible, l'option la plus rapide, soit l'option écolo pour tous les gestes de notre vie, ou presque, mais qu'à côté, on ait aussi un changement de comportement qui fasse qu'on accepte de s'insérer dans ces barrières-là. Et enfin, et c'est la question qui me paraît fondamentale quand on parle de technologie, de l'usage qu'on va faire de la technologie et de la manière dont aujourd'hui on choisit d'investir l'argent ou pas dans des projets de recherche et développement, c'est se demander pourquoi on fait quelque chose plutôt que comment on le fait. Et moi, c'est assez marrant parce que ça entre en résonance avec ce que je fais professionnellement dans la vie, parce que je suis bénévole pour Programme écologique. Je travaille dans une école d'ingénieurs. C'est des questions qui se posent beaucoup pour les jeunes ingénieurs, parce qu'il y a une vraie question de on ne peut plus rien faire comme avant, pour autant tout est encore à construire en termes de méthode, et donc comment est-ce qu'on y arrive ? La réponse, c'est qu'on y arrive aussi par des gens comme vous, des gens qui se décident à aller à un congrès pour voir si la tech peut participer ou pas à la préservation de notre environnement et de notre espèce. C'est grâce à des gens comme les ingénieurs que je forme, moi, à l'école, parce qu'ils vont réussir à apprendre de nouvelles techniques et à construire ce monde-là. C'est grâce à des gens comme les organisateurs de cette journée, comme les associatifs, les gens qui passent énormément de leur temps professionnel et personnel à organiser ces espaces de discussion. Donc il faut vraiment qu'on puisse en profiter collectivement pour réussir à créer des liens entre nous, parce qu'en fait, les gens qui aujourd'hui peuvent créer les solutions ne sont pas si nombreux que ça. Quand on parle de responsabilité climatique, il faut être très clair, il y a des gens dans nos sociétés, et on en fait tous partie dans la salle, qui ont plus de capacité à agir que d'autres. Parce qu'on est CSP+, parce qu'on a un poste plus ou moins décisionnel à l'intérieur de sa boîte, parce qu'on est en relation avec des gens qui peuvent faire bouger des choses ailleurs. Il faut qu'on réalise
Moi, mes parents sont infirmières et électriciens, respectivement. Et donc, ils ont des moyens de faire bouger des choses. Mais ils n'ont pas les moyens que moi, aujourd'hui, à mon âge, j'ai de faire bouger les choses. Et donc, il faut qu'on réussisse à se rendre compte des privilèges qu'on a et transformer ces privilèges en opportunités pour pouvoir agir. Parce que c'est pas juste un rêve d'écolo, hein, je me suis pas levée un matin en me disant tiens maintenant je vais passer le reste de ma vie à lire des rapports du GIEC et à en faire des synthèses et puis ce sera super. C'est que fondamentalement c'est quelque chose dont ma génération a besoin, mais la vôtre aussi. Et celle au-dessus de vous aussi. Parce qu'on a tous des gens qu'on aime et qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, des gens qu'on aime et qui viennent de naître. Moi j'ai un de mes meilleurs amis qui vient d'avoir une petite, elle a 2 ans, elle est très mignonne mais bon, c'est un enfant quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars en vacances avec eux dans 2 semaines, donc je vous aide, mais je vais mal dormir, quoi. Bon, tous ces gens-là, on a besoin de penser à eux à chaque fois qu'on fait quelque chose et de réussir à trouver collectivement la manière de faire en sorte que la petite qui fait du bruit aujourd'hui fasse du bruit pour d'autres choses que pour manifester dans la rue dans 20 ans, parce que le climat se sera encore plus dégradé, parce qu'il n'y aura plus de biodiversité, parce que nos sols ne seront pas assez riches et qu'on devra se battre pour la nourriture. Ce paysage-là, il n'est pas certain, il existe. Et il faut qu'on réussisse à trouver une autre voie. Et c'est faisable, hein, c'est faisable. Aujourd'hui, le 3e rapport du GIEC, il nous dit qu'on a absolument tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir agir. En termes techniques, en termes politiques, en termes sociaux, en termes comportementaux, nous avons tous les outils pour pouvoir réussir à mettre en place la société qui s'aligne avec les limites planétaires. Maintenant, il faut qu'on réussisse à trouver comment. Et pour ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Donc pour vous laisser là-dessus, nous laisser un peu de temps et puis peut-être qu'on y reviendra après, et n'hésitez pas par ailleurs si vous me croisez à venir en discuter avec moi, on a besoin d'aller vite, mais on a besoin d'aller intelligemment. Et ça c'est la difficulté. On a besoin de créer des ponts entre tout un tas de gens qui font des choses différentes, mais qui ont des objectifs similaires. Et je pense que si vous êtes là, votre objectif c'est très probablement de laisser à vos enfants, à vos petits-enfants ou à la petite de mon meilleur ami, un monde vivable et un monde dans lequel on réussira à vivre bien. Donc comment on fait ça ? D'une part, en gardant en tête que ce qui est pragmatique, c'est ce qui est radical. Et si ça fait peur aux gens autour de vous, ou si ça vous fait peur d'utiliser ce mot radical, oubliez-le. Mais ce qui est pragmatique, c'est de pouvoir aller à la racine d'un problème, à la source d'un problème, et à trouver la manière de l'éliminer. Ça, c'est fondamental, et on n'y arrivera pas autrement. On n'y arrivera pas en mettant des pansements sur un cancer. On y arrivera en faisant des chimios à ce cancer, et en suivant ensuite le patient pour vérifier qu'il va bien. Et la question de où on va, ça, c'est la question difficile, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord dessus démocratiquement, collectivement. Il y a tout un tas de problèmes, on ne veut pas tous la même chose. Mais il faut qu'on puisse ouvrir des espaces où on y pense. Ça en fait partie. J'espère que vous aurez l'occasion, après, dans les ateliers que vous allez avoir en petit groupe, d'en discuter. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on conserve, sur ce qui est important pour nous, en tant qu'individu et en tant que société. Passer du temps avec ses proches, passer du temps à faire ce qu'on aime, passer du temps à voyager avec ceux qu'on aime, peut-être. Et ce qui n'est pas important, ou en tout cas ce dont on peut se passer. Et ce ne sera jamais des choix évidents, mais c'est des choix qu'il faut faire fondamentalement, pour éviter qu'un jour, moi et la petite Élise, on n'ait plus la question des choix. Je vous remercie. C'est vrai que c'est tellement impressionnant de voir le niveau de conscience. C'est peut-être l'époque et pas l'âge qui fait la conscience, je me demande parfois. C'est totalement ça. Mais quand même de voir le niveau de conscience, de maturité, de clairvoyance que tu as, de compréhension des sujets, de connaissance et tout. Non mais c'est intéressant comme phrase parce que c'est l'époque qui fait c'est l'époque qui fait les gens, c'est les générations qui font les gens, c'est l'environnement dans lequel on vit en fait qui détermine qui on devient. Et moi j'ai eu de la chance très tôt de rencontrer des gens qui s'intéressent à ces sujets, que ces sujets-là soient médiatisés, de me retrouver dans un collectif où il n'y a que des gens brillants. Et donc c'est ces questions-là, ces enjeux-là qui font qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui se rend compte de ce qui se passe, plus ou moins, parce que la génération climat, ça n'existe pas. Hein. Il y a plein de jeunesses différentes à l'intérieur de cette génération-là. Il y a plein de jeunes qui s'en foutent parce qu'ils ont d'autres problèmes que ça. Et donc, il faut pouvoir accompagner tous ces gens-là vers le futur qu'on veut. Et donc, c'est pas évident, mais nous, en tant que jeunes diplômés, la responsabilité qu'on a, et jeunes diplômés d'endroits qui font des diplômes qui brillent, de Polytechnique, de l'agro, de HEC, c'est de pouvoir refuser j'allais dire de se compromettre, mais c'est pas le mot, mais de pouvoir refuser de travailler à des endroits où on sait que l'avenir n'existe pas, ou en tout cas que c'est pas là que l'avenir se joue. Et donc, pour ça, on a très clairement besoin de vous. Après, j'ai fait l'expérience, j'ai réalisé qu'en 2050, j'aurai 50 ans, et donc c'était assez désagréable aussi à réaliser. Pardon pour les gens qui ont 50 ans, mais non, mais je vous aime beaucoup. Mes propres parents, vous savez, non, je me justifie pas. Mais
fondamentalement, on a une fenêtre d'opportunité sur l'enjeu climatique en particulier, qui est à peu près entre 2020 et 2030. On a vraiment besoin, à cause de tout ce qu'on sait sur la physique du climat, sur la manière dont ça fonctionne, sur la manière dont les boucles de rétroaction fonctionnent, on sait qu'on a besoin de considérablement réduire nos émissions d'ici là, et que si on n'y arrive pas d'ici à 2030, on est mal barré. Bon, après, il n'y a pas l'opposition entre un monde sauvé, quelqu'un parlait de sauver la planète, il n'y a pas une opposition entre une planète sauvée dans laquelle tout va bien et dans laquelle tout le monde vit heureux, et une planète détruite dans laquelle on est tous morts. C'est un des vrais avantages que moi je trouve en étant toute la journée là-dedans, c'est qu'il y a un spectre de possibilités qui dépend très concrètement des actions qu'on va prendre maintenant, en France, à l'international, en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que peuple aussi, qui vote, qui détermine des choses, qui émet des opinions. Tout ça dépend de ce qu'on va faire maintenant. Et donc ce qu'on va faire maintenant, malheureusement, ce n'est pas des gens comme moi qui vont le faire. On peut à la limite donner une impulsion et venir dire des bêtises pendant 20 minutes dans un colloque de temps en temps. Mais en fait, c'est vous qui allez et devez le faire. Parce que moi, je n'aurai pas le temps d'arriver aux manettes à temps, quoi. Donc il y a ce vrai enjeu-là. De réaliser d'une part qu'il y a... Bon, le meilleur moment pour le faire, c'était il y a 50 ans, 60 ans, on est d'accord. Le deuxième meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. Donc d'une part, il faut commencer maintenant, rapidement, efficacement, en prenant le temps s'il faut, parce que c'est une course de fond, mais pas un sprint, malheureusement. Et d'autre part, qu'on ne réussit jamais rien tout seul, et que tout est relativement conjoncturel, et qu'en fait, on est tous des petits morceaux dans une grande horloge, et que l'action que vous faites aidera peut-être quelqu'un d'autre qui fera une autre action, qui fera une autre action, et à la fin, on arrive à un empilement progressif des engagements des gens, de ce qu'ils font au quotidien et de manière exceptionnelle, et on arrive à quelque chose. Et donc, vraiment, on est en train de construire une espèce de grande muraille de Chine, mais de la transformation écologique, et on est tous des petites briques dedans. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de réussir à construire ensemble, de se rendre compte à quel point on a des capacités ou pas à mettre à tel ou tel endroit, ce qui peut paraître abstrait quand on le dit comme ça, mais qui est très réel en fait quand on regarde sa propre vie, et de réussir à se mettre en mouvement. Merci Léa.